Voilà. C'est bon pour vous? Ouais. Voilà. Donc surtout n'hésitez pas à me dire parce que ça dépend. Enfin, le niveau des gens étant très variable. Hop. Alors, eh ben, ça commence bien. Voilà. Bon, alors le plan que j'avais prévu vite fait, préambule, principes généraux, une carte, le déroulé d'un vol. Déjà, si je vous parle de VMC, ça vous dit quelque chose ou pas? Pas forcément. Là, comme ça, non. Non. Alors VMC, c'est Victor Mike Condition, c'est-à-dire condition de vol à vue. Alors ce que vous allez avoir sur BFR 99% du temps, c'est quand il fait beau. Ok. Donc alors, je reviens là-dessus, je vais dire beaucoup d'acronymes, etc. C'est pour aller un peu creuser ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas forcément besoin de tout ça pour voler sur BFR, hein. Vous connaissez, vous avez la phrase haut de base, ça suffit. Mais c'est pour mieux comprendre et que ça soit un petit peu pour voilà, mieux comprendre ce qui se passe et faire en sorte que ça se passe un peu mieux. Maintenant, voilà, il n'y a pas besoin d'apprendre tout le truc, hein, c'est franchement, voilà. Hop, alors, le préambule. Donc là, on va voir surtout la partie ATC sur Terre. La notion AWACS tactique, j'ai dit non abordée. Si maintenant vous avez des questions sur ce que c'est qu'un bras, comment ça marche, un bullseye, etc., éventuellement on peut y répondre, hein. J'apporte pas les notions aéronavales parce que bah, c'est un autre aspect, même s'il y a des choses qui vont ensemble. Et comme j'ai dit, il y a Photoon de temps en temps, hein, qui fait des trucs. Et à la sauce BFR. Alors, on a des pilotes qui viennent de Flight Simulator, des choses comme ça, du réel. Là, nous, on a adapté ce qui existe dans le réel à BFR. Donc, si vous connaissiez des trucs déjà à droite à gauche, c'est pas tout à fait. Voilà, on a essayé de le faire pour coller au serveur et aux spécificités du serveur, où on essaye de faire un truc assez correct, mais accessible à tout le monde, hein. Voilà, un compromis entre le réalisme, la jouabilité et la facilité. Donc on va surtout essayer de voir ce qu'il y a, les structures, ce qu'il y a derrière, plus que la phraseo en elle-même. Pour la phraseo en elle-même, donc il y a un document sur le lien, là vous le retrouverez dans doc de base. J'ai mis à jour il y a pas longtemps, il y a quelques jours, le document phraséologie de base, où là il y a plus des exemples de ce qui convient quand on discute, etc. Et alors là, j'ai mis une référence, le seigneur Béjamel, c'est celui qui s'occupait qui chapeautait vraiment tout ce qui était ATC à Wax avant, Mage, et lui, moi je suis pas youtubeur, lui il était youtubeur, streamer, etc. Vous trouverez aussi si vous fouillez dans le Discord, hein, il a fait plein de vidéos où il enregistrait toutes les séquences de contrôle d'AWACS. Ça peut vous donner une idée de comment ça se passe. Notamment quand on fait des events. De temps en temps, on fait ce qu'on appelle des events, des trucs, des missions spécifiques ou des trucs à thème spécifique où il y a plein de monde. Et ces jours-là, en général, il y a pas mal de contrôleurs. Euh, voilà. Donc j'ai mis partie 1 parce qu'on fait principes généraux, vol à vue. Je sais pas combien de temps dure ma présentation, vous essuyez un peu les plâtres. Si c'est trop long, vous le dites. Si vous devez partir, vous le dites. Si entre-temps, vraiment, vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Parce que on peut peut-être passer du temps sur des trucs qui soit vont vous échapper, soit pas vous intéresser. Donc l'idée, c'est qu'on s'adapte, hein. Comme on n'est pas beaucoup, autant qu'on en profite. Ouais, pas de soucis. Alors, les principes généraux d'auto-information, contrôle contrôlé, la phraséologie, ça c'est ce qu'on va voir, le principe de base, accusé-réception, respect des clérances, c'est-à-dire des autorisations, comment on clôture les coms, qu'est-ce qu'on fait avant d'entrer dans une zone, pareil. En l'absence d'ATC, l'auto-information, déjà, je ne sais pas si ce terme ça vous parle, euh, on a dû vous en dire un mot, voilà. En fait, la plupart du temps, bah, c'est auto-information, il n'y a pas de contrôleur. Et des fois, le soir, etc., il y a des contrôleurs. La principale différence, c'est que quand il y a un contrôleur, on demande ce qu'on peut faire et on accuse réception de ce que le contrôleur autorise. Quand il n'y a pas cette feignasse de contrôleur pour nous emmerder, on annonce simplement ce qu'on fait. Simplement, bah, comme il n'y a pas quelqu'un qui est là pour réguler, mettre un petit peu d'ordre, entre guillemets, hein, ce qui se passe, il faut s'arranger la cravate les uns les autres en suivant quelques règles relativement simples pour que ça se passe bien. Donc les règles en auto-information. Alors, quand on est au sol, un avion au départ a priorité sur un avion. Tout déroule d'un coup, donc j'étais trop vite. Un avion au départ a priorité sur un avion en retour. C'est-à-dire que si vous venez de vous poser, que vous arrivez sur un taxiway et qu'il y a un avion qui est en train de rouler pour le départ,
Si évidemment vous avez bien le temps de passer avant, bah, vous passez avant, mais en cas de doute, vous le laissez passer. Voilà. C'est le pour l'alignement décollage, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'un avion à l'atterrissage a priorité sur un avion au départ. Si vous êtes au point d'arrêt, au point d'attente, prêt à partir, vous voyez qu'il y a un avion en finale, vous pouvez vous aligner et décoller uniquement si vous êtes sûr que vous n'allez pas l'emmerder. C'est-à-dire que ça ne va pas lui faire une remise des gaz, etc. Si vous avez un doute, vous attendez, c'est lui qui est prioritaire. Alors vous allez me dire, bah, des fois on peut attendre longtemps comme ça s'il y en a pas mal. Ouais, il y a des fois ça peut arriver. Ça peut arriver. Sachant que bon, sur BFR, comme généralement on meurt au cours de la mission, il y a quand même plus de départs que d'atterrissage. Voilà, ça c'était pour le côté optimiste. Bah, enfin, moi je peux dire que pour le moment, de ce que j'ai vu, c'est vrai. Ouais, voilà. Alors, la priorité, bien sûr, c'est l'emergency, c'est-à-dire qu'un avion qui arrive en urgence, plus de pétrole, endommagé, etc., il est prioritaire sur tout le monde. Alors attention à pas annoncer des emergencies à tout bout de champ. Généralement, on va au combat, on fait pas gaffe à son pétrole, on rentre et on se retrouve avec trois quatre personnes qui n'ont plus une goutte de pétrole, plus un endommagé. Si vous êtes 4 en même temps à rentrer en urgence, bah, il y en aura forcément 2 ou 3 qui finiront par terre et qui n'auront pas le temps de se poser, quoi, hein. Enfin voilà. Mais donc là, l'emergency est prioritaire. Et qu'est-ce que je vous l'ai dit ensuite? Bien sûr, c'est le bon sens et l'accord entre pilotes. Vous pouvez, c'est-à-dire que si je reprends le premier exemple, vous êtes au roulage au départ, à l'arrivée, il y a un gars qui au départ vous arrêtez pour le laisser passer, il va peut-être vous dire non non mais c'est bon vas-y. Bah, dans ce cas-là vous y allez. Et ensuite j'utilise la vue F10. Alors c'est pas, on va dire que c'est pas tout à fait roleplay, mais sur BFR, sur la vue X10 on voit tous les alliés. Euh, c'est pas bête de regarder avant de rouler une fois qu'on a mis en route, voir ok il y a du monde ou il n'y a pas du monde. Est-ce que si je roule, est-ce que ça va gêner ou pas? Et surtout avant de m'aligner sur une piste, un petit coup sur la vue F10, est-ce qu'il y a déjà un avion en finale que j'aurais pas vu? Voilà. S'il y a un avion en finale, bah, je vais attendre. S'il y a personne, j'y vais. Voilà. Ok, tac. Et là, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Et alors, le choix de la piste en service, on y reviendra. Lire le briefing. Et ça, on y reviendra un petit peu parce qu'il y a eu des fois des débats un peu houleux. Euh, mais la piste en service en général c'est toujours la même. Et puis si vous savez pas trop, vous suivez le sens où il y a tout le monde, quoi. On va pas dans le sens inverse, quoi. Quand je dis priorité à droite, c'est toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire que si vous êtes deux avions au roulage qui partaient tous les deux en mission et que vous arrivez au même moment à une intersection, c'est comme sur la route, c'est priorité à droite. Après évidemment, si vous arrivez de la gauche et que vous avez largement le temps de passer avant le mec, bah vous passez, quoi. Voilà. C'est vraiment toute chose égale par ailleurs. Hop, ensuite. Alors je reviens, je donne juste un petit. J'avais dit que j'abordais pas la phraséo, mais juste je reviens sur le principe de communication. En fait, le principe de base, c'est qui je suis, où je vais, mes intentions à court terme et à moyen terme. Voilà, ça c'est et on retrouve ça dans tous les cas. Machin one one, je suis un F18, je suis au parking, je veux rouler pour le point d'attente. Bravo, je sors partir à Echo pour de la cap. Et en même temps, quand je suis en l'air, machin one one, je suis 1 à 10. Je prends la 10 parce que c'est ce que je fais souvent. Je suis secteur gorille et j'engage un T72 dans tel secteur. Ouais. Qui je suis, où et mes intentions. Et avec ça, globalement, vous pouvez pas perdre, quoi. Voilà. Ça, c'est pour le principe de base. Accusé réception, respect des clairances. Ça, c'est quand il y a de l'ATC. Quand un contrôleur vous donne des informations, vous devez collationner, c'est-à-dire répéter l'autorisation, la piste et la pression atmosphérique. Pour le reste, un simple reçu suffit. Par exemple, si le contrôleur il vous dit autorisé atterrissage piste 27, vous répétez autorisé atterrissage 27. Voilà. Et sinon, si le contrôleur il vous dit juste pour info, il y a un F18 dans tel secteur, ah ok, ou reçu. Voilà. Mais il faut accuser réception. C'est comme ça qu'on sait que vous avez bien compris. Pour terminer la réponse, on doit terminer avec le call sign ou pas? Alors c'est mieux, ouais. Ouais, ouais. En toute rigueur, hein, je l'ai mis dans le document de Phraseo, en toute rigueur, un accusé de réception,
Si je prends un exemple, moi je vais dire que je suis Koutazetour, c'est poète one one, rouler point d'attente alpha et rappeler prêt. Et c'est la réponse, ça serait on roule point d'attente alpha et on rappelle prêt au point d'attente poète one one. Voilà. Tu termines avec le call sign. Maintenant, tu termines pas par le call sign, c'est pas très grave, hein. Voilà. Faut pas prendre tout ce que je vais dire comme quelque chose de biblique. Normalement, c'est ce qu'il faut faire. On est sur DCS, on n'est pas sur Flight Simulator, ça reste un jeu, on est sur BFR. Du moment que c'est de l'à peu près, c'est déjà bien, quoi. Voilà. Ok, super. Même si ça exclut pas que vous m'entendrez râler s'il n'y a pas le bon truc ou un autre contrôleur, mais voilà, faut pas se mettre martel en tête, voilà, faut pas se mettre martel en tête avec ça, hein, alors, ça par contre, c'est important. On ne coupe pas un acknowledge, c'est-à-dire un accusé réception parce qu'on est pressé. C'est-à-dire que si moi je balance une info à Nemesis et que toi, slash, t'es au parking ou t'es prêt à partir, faut attendre qu'il ait répondu avant de parler. Alors, des fois, c'est frustrant parce que il y a plein de com dans tous les sens. Ça fait 5 minutes qu'on est en train de, surtout quand il y a du monde, le soir, qu'il y a du contrôle, ça fait 5 minutes qu'on veut parler et on peut pas. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça, hein. Que ça soit dans la vraie vie, c'est la même chose. Si je commence à dire à un mec autorisé atterrissage et qu'il y a un pilote qui commence à parler alors que l'autre n'a pas répondu, n'a pas accusé réception qu'il était autorisé atterrissage, ça c'est pas bon. Voilà, faut laisser les gens répondre, quoi. Ok. Voilà. Clearance, que j'ai appelé clearance, bon, c'est-à-dire que c'est une autorisation. On suit les autorisations données, c'est l'autorisation que vous donne le contrôle. Rouler par la droite, par la gauche, autoriser décollage, autoriser atterrissage, etc., etc. Si cette autorisation, ça ne vous convient pas, vous avez le droit de demander autre chose. Supposons que le contrôleur il vous dise de rouler, vous êtes au sol, de rouler dans un sens, vous préférez aller dans un autre. C'est pas parce qu'il vous a dit rouler par là que vous êtes obligé de le faire. Par contre, si vous voulez pas le faire, il faut lui demander. Et dans la mesure du possible, il va essayer de vous accorder cet autre point. Ça va être la même chose en l'air. Supposons que vous êtes en train de faire du combat aérien. Vous partez pour de la cape, je dévie un peu là, hein. On vous envoie sur une patrouille de MiG-29 ou dans un coin et vous préférez aller vous occuper d'autres avions, bah, vous avez le droit. Simplement, faut le demander, faut le dire. Voilà. Et le contrôleur, dans la mesure du possible, il va dire ah bah oui, oui, ok, c'est bon, tu peux aller sur l'autre avion, tu peux passer par l'autre endroit. Maintenant, il peut avoir une raison impérieuse pour dire bah non, je préfère vraiment que tu ailles t'occuper de MiG-29 ou ah non, non, rouler quand même par là parce que bah, l'autre endroit, il y a un truc qui gêne. Voilà. Donc on peut demander autre chose, mais il faut le demander. Voilà. Et donc j'ai sauf urgence, pas d'action initiative sans accord préalable de l'ATC. Donc là on est dans le cas où il y a du contrôleur de présent. Ça veut dire que par exemple vous vous pointez, vous êtes en train de revenir de vol, vous voyez qu'il y avait un peu de monde, on vous a dit de vous présenter pour le break ou directement pour la longue finale. Si les termes vous disent rien, on les reverra plus tard. Si vous voulez vous mettre en attente et faire un 360, vous pouvez le faire, mais il faut le demander avant. Il faut surtout pas le faire de votre initiative, sans rien dire. Parce que moi, contrôleur derrière, je suis en train de réguler, je suis peut-être en train d'envoyer du monde, et dans mon schéma, j'ai l'idée que vous êtes en train d'avancer vers le terrain, pas que vous allez faire un rond au milieu. Voilà. Ok. Hop. Alors, déroulé d'un vol. Pour l'instant, on va voir ce que vous avez peut-être vu dans vos keyboards. Ça, on va voir les éléments un peu que le contrôleur vous balance et qui peuvent être du chinois pour pas mal de monde. Est-ce que jusque-là, ça va? Pour le moment, ça va. Pour moi, Jusqu'à là, merci. ça va aussi. Ok, parfait. Voilà, c'est ce que vous trouvez dans vos keyboards. Dans les cartes d'approche simplifiées. Normalement, dans vos keyboards, vous avez peut-être toutes les cartes par défaut de DCS, plus celles qui ont été faites exprès pour BFR. Donc, c'est cartes vagues pour Visual Approach Chart, cartes d'approche à vue. C'est-à-dire qu'on les utilise quand on vole un vue. Quand on vole aux instruments, s'il fait mauvais, que vous revenez pour un ILS, etc., c'est plus ce truc-là qu'on utilise. C'est autre chose ou des choses qui n'existent pas sur BFR, mais ça c'est vraiment pour le terrain à vue. Ok. Donc on trouve le nom du terrain. Alors actuellement c'est Steel River. Moi j'avais commencé à faire ça à l'époque où on tournait sur l'ancienne mission qui reviendra un de ces jours, Blue Storm, où on était surtout sur Krasnodar. Donc on trouve le terrain de Krasnodar, la fréquence du TACAN, la fréquence du terrain.
Donc ça, normalement, votre avion est pré-réglé. S'il n'est pas réglé, il faut, avant de rouler, se mettre sur la bonne fréquence, puisque sur BFR, les communications sont obligatoires. Et normalement, c'est aussi dans le briefing. Voilà, je pense qu'après, je vais passer aux autres diapos. Je pense qu'après, je détaille les trucs. Tac, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Pour vous donner la différence, hein, voilà. Ça, c'est les cartes, même si on les utilise pas, qui sont plus pour les approches aux instruments quand il fait mauvais. Et ça c'est les cartes donc d'approche à vue. Là, c'est sur le terrain c'est sur Batumi. C'est-à-dire quand on rentre, quand il fait beau. Alors, je vais voir, je crois qu'après on les détaille un peu. La partie sol, l'élévation qu'on trouve ici, c'est l'élévation, c'est-à-dire c'est l'altitude du terrain par rapport au niveau de la mer. Et c'est ce qu'on appelle le calage aussi QNH. On y reviendra, mais c'est ce qu'on utilise principalement sur BFR. Okay. C'est-à-dire que supposons que on vous dit, le contrôleur vous dise, ou dans le briefing c'est écrit QNH, vous volez sur un Mirage 2000 1013, tac tac tac, vous affichez 1013 sur votre altimètre, vous allez vous retrouver à l'altitude de 98 pieds. Voilà. Et là c'est en mètres, éventuellement pour les avions russes. La zone de réarme refuel, ça on a dû vous en parler aussi lors du tutorat initial. C'est important quand vous revenez de mission d'aller... alors vous pouvez quitter et vous déconnecter dès le taxiway si vous voulez, mais si vous voulez faire la chose complète ou repartir en vol réarmé, c'est important d'aller sur les zones vertes. Parce que si vous allez par exemple ici sur ramp 1 ou ramp 2, bah, il suffit qu'un avion spawn à cet endroit-là pour que vous vous retrouviez à deux au même endroit et ça fait une jolie explosion et des jolis trous sur le parking. Alors c'est sympa à voir, mais c'est pas ce qu'on cherche. Du coup, voilà, faut bien penser à aller sur les zones vertes pour couper si vous faites un arrêt complet ou pour réarmer, refueler. Voilà. Taxiway, point d'attente ou point d'arrêt. Des fois on utilise point d'arrêt, mais enfin, comment dire, des fois vous entendrez point d'attente, point d'arrêt. Le vrai nom maintenant, c'est point d'attente. Les deux sont valables. Le point d'attente, par exemple ici, on a le taxiway alpha. Bah, le point d'attente alpha, ça va être s'arrêter un peu avant la piste. Point d'attente Bravo, point d'attente Charlie, Delta. Et c'est l'endroit où on fait tous ces checks avant de s'aligner, décoller. Voilà, pour ça, tac. Et donc sur toutes les cartes, normalement, vous trouvez comme ça les noms des taxiways, etc. Donc, je reviens sur la carte en elle-même. On prend le cas de Krasnodar. La zone en pointillé, pof, 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 ça, c'est la zone, en gros, on va dire, qui est sous la responsabilité de la tour de contrôle. Même si, sur BFR, on peut prendre de plus loin. Alors, DHX, ça, on s'en fout. Et là, ça veut dire que la zone, elle va du sol à 5000 pieds. Alors, ça a été retouché. Sur la plupart des terrains, elle va du sol à 2500, 2600 pieds. Ce qui veut dire qu'en toute logique, vous pouvez passer vertical le terrain à 5000 pieds sans appeler le contrôleur, vous n'êtes pas dans sa zone. Bon, je vous conseille de l'appeler quand même parce que comme tout le monde respecte pas forcément bien ça, vous risquez de vous retrouver à croiser quand même des avions à 4000 pieds, quoi. Voilà. Donc on a ici par exemple novembre, whisky, pof, les points d'entrée. L'initial, on y reviendra. Et là, les circuits pour le break. Hein, hop. Sachant que ce qui est indiqué ici, c'est une altitude. Justement, c'est au QNH. Okay, on est à 1600 pieds. Typiquement, les breaks chasseurs, ça se fait à 1500 pieds sol. On a vu sur la diapo d'avant que le terrain est à 98 pieds, une centaine de pieds. 1500 plus 100, ça nous fait un break à 1600. Voilà. Tac, voilà, CTR, là au-dessus, on retrouve, ça c'est la vue du logiciel LOTATC qu'on utilise chez les contrôleurs pour faire du contrôle. On voit que la zone ici, donc la zone de l'aérodrome, elle est ici, et on retrouve les points d'entrée. Je reviendrai aussi après dessus, je vais tout de suite en dire un mot. Quand... J'ai une question. Ouais, vas-y. Ta zone en pointillé, si tu prends le centre de l'aéroport, c'est quoi? C'est 5 nautiques? Alors, ouais, c'est en gros 5 nautiques. Ça peut être plus long. L'idée, c'est sur le principe, une CTR,
ça s'étale ouais, à environ 5 nautiques et ça doit couvrir les trajectoires des approches IFR. Donc en gros, c'est à peu près 5 nautiques. On peut partir là-dessus, quoi. Sachant que ça peut varier, mais en gros, c'est ça. D'accord. Ok, oh, alors, j'ai tout de suite posé une autre question. Ça veut dire que ta finale longue, tu la considères à pas plus de 5 nautiques? Ouais, à peu près. À peu près. En gros. Après, on va pas chipoter, hein. On va pas chipoter. Tu l'as fait à 7-8 nautiques. Bon, c'est pas, c'est pas gênant. Mais en gros, on considère que tu es en longue finale. Tu vois, l'altitude circuit est à 1500 pieds. Sol, ta longue finale, si tu fais une pente classique à 3 degrés, ta longue finale, elle commence à 5 nautiques, 1500 pieds. Donc en gros, 5 nautiques, tu es en longue finale. Voilà. Ok. Voilà. Et donc au-dessus, on a la TMA qui est active de temps en temps, pas tout le temps. Des fois, on a un contrôleur qui s'occupe de la TMA, ça, j'y reviens après. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus? Ah oui, point d'entrée-sortie. Non obligatoire si ça ne gêne pas. Supposons que vous êtes sur ce terrain. Vous voulez partir dans l'est, ou si je prends ma deuxième image, vous êtes ici, vous voulez aller attaquer, vous voulez aller du côté de ce terrain-là qui est Maikop. C'est écrit qu'il y a Sierra Echo. Si ça ne gêne pas, vous avez tout à fait le droit d'annoncer que vous partez directement vers l'est et de ne pas suivre le point de sortie. Ok. Par contre, il faut être sûr que ça gêne personne. Et s'il y a un contrôleur, il faut lui demander avant. C'est dès que vous êtes au parking et qu'on vous demande vos attentions, pouet pouet one one, ou même au point d'attente, hein, si vous n'avez pas eu l'occasion de le dire avant, on voudrait faire une sortie directement vers l'est. 9 fois sur 10, enfin même 99 fois sur 100, on va vous l'accorder, quoi. Voilà. Par contre, au retour, prévoyez de viser quand même par les points d'entrée, notamment parce que s'il y a du contrôle, parce qu'on ne rentre pas dans la zone, je leur dirai après, tant qu'on n'a pas eu l'autorisation. Si vous n'avez pas pu avoir le contact radio ni quoi que ce soit, attendez, orbitez du côté de Sierra Whisky ou plus loin hein, si vous voulez, mais faites en sorte pas plus près que ça, sans rentrer dans la zone. Déboulez, commencez pas à arriver à débouler au break, etc. pour appeler le contrôleur au dernier moment, une fois que vous êtes déjà fini en finale, quoi. Vous êtes établi en finale. Parce que déjà que certains d'entre nous n'ont plus beaucoup de cheveux, mais si on s'arrache le peu qui nous reste, voilà. C'est bon pour ça pour J'ai le une moment? petite question Ouais, si tu veux bien. vas-y. Donc, je sais qu'on doit toujours décoller face au vent. Ouais, Sur côté easy, du coup, la puissance service est souvent la 0,7. ouais. On décolle d'ouest en est. Si le théâtre d'opération sur lequel on veut aller est justement à l'ouest, est-ce qu'on doit sortir de la zone du contrôleur aérien pour faire notre large demi-tour? Puisque on va pas faire un 180 degrés après avoir décollé pour retraverser tout l'aéroport et aller de l'autre côté, quoi. Ouais, il faut que dans ce cas-là, Alors, supposons... on va prendre le cas là, parce que c'est orienté globalement pareil. On dit que, supposons que c'est Koutaizi, ok? Donc tu Ouais, ouais. décolles, vous voyez ma souris, hein? Oui, oui. Ouais. Donc tu décolles comme ça et tu veux aller par là. Alors, en fait, ce que tu vas faire dans ce cas-là, tu vas viser directement une sortie par Novembre ou par Sierra Echo pour aller vers Whisky. Ok, ça va. Éventuellement, comme il y a un trajet, là, mais on voit pas grand monde qui le fait, tu pourrais dire que tu prends le circuit et que tu fais une sortie par la fin de vente arrière. Mais tu vas plutôt prévoir un tour. Pourquoi? Parce que généralement, tu vas commencer à mettre de la vitesse, du badin, et que tu vas monter en altitude. Tu vas pas rester à 1500 pieds. Parce que là, tu vas cramer du pétrole pour rien. Donc, dans ce cas-là, tu prévois plutôt de faire un tour en sortant par Novembre ou par Sierra, quoi. Hein, où tu peux dire, on sortira directement par l'ouest, mais tu prévois quand même de faire un tour assez large, quoi, de manière à pas traîner dans la zone pour rien, quoi. Ok, mais en contrôleur aérien, je prévois bien, enfin je annonce bien que mon objectif final ça reste l'ouest. Ouais, voilà, tu lui annonces bien vers où tu veux sortir, et lui, ça se trouve, il te dira, ok, bah c'est bon, tu peux sortir directement par l'ouest. Après, il fera sa tambouille en fonction de ce qu'il y a, De son quoi. côté, ouais. Ok. Voilà. La plupart du temps, vu le trafic qu'on a, enfin, sauf lors des events, généralement, ça pose pas de soucis. Voilà, ça c'est pour expliquer pour ceux qui une vue de coupe si vous connaissez pas quand des fois la TMA est actif. En fait, ça c'est la zone de l'aérodrome qui va du sol à 2600 pieds et jusqu'au-dessus, on a une zone qui va jusqu'à 19 500 pieds. Donc quand c'est actif, généralement vous allez passer avec le contrôleur
qui s'occupe de ça, qui s'appelle ici quand c'est Krasnodar, Krasnodar Approche ou Krasnodar Radar, avant que lui-même ne vous transfère à la WAX. C'est assez rare qu'il y ait un contrôleur TMA, mais des fois ça arrive. Et le contrôleur tour, quand il sait faire et qu'il a, envie, il prend aussi la TMA. Mais du coup, pour vous, c'est transparent. Il va vous gérer sur la même fréquence. En gros, il va gérer tous les avions qui vont arriver dans cette zone sur la même fréquence, la fréquence de la tour. Pour vous, c'est globalement transparent, mais voilà, soyez pas étonnés si des fois un contrôleur veut vous prendre en compte à 25 ou 30 nautiques du terrain. Ça peut être normal, quoi. Hop, voilà. Alors justement, petit mot sur les positions de contrôle quand c'est présent. De temps en temps, on a un contrôleur sol. Pas souvent, c'est surtout lors des événements justement, quand on prévoit qu'il y a 30 pilotes. Tu vois, là, il y a du monde de partout, il y a beaucoup de com. Dans ce cas-là, le contrôleur sol, c'est lui que vous allez avoir en premier, et il va utiliser la fréquence indiquée sur les keyboards. Les autres fréquences sont indiquées soit dans un briefing annexe, soit il vous les donne au fur et à mesure. Et il s'occupe de tout ce qui est au sol, la mise en route, les roulages, jusqu'au point d'arrêt, au point d'attente. Et c'est au point d'attente qu'il vous transfère au contrôleur tour. Au retour, c'est pareil, une fois que vous avez piste dégagée, hop là, vous maintenez, surtout c'est important, vous maintenez une fois que vous avez dégagé la piste, vous maintenez sur le taxiway, et vous passez avec le contrôleur sol qui vous donne les instructions pour rouler. Le contrôleur tour, lui, s'occupe principalement des décollages, des atterrissages, et de tout ce qu'il y a dans la CTR. Il peut aussi, quand il n'y a pas de contrôleur sol, donc la plupart du temps, il va aussi s'occuper de tout le roulage, et comme je disais, il peut aussi gérer la TMA. Le cas de la finale, ça c'est très particulier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des finales GCA, je le montre à part. C'est par mauvais temps. C'est juste un exemple. En gros, c'est des ILS guidés du sol. Et là, il faut un contrôleur qui n'est dédié qu'à ça. Il gère un seul avion à la fois. Donc lui, il s'occupe d'un truc très très précis. Et quand il y a un contrôleur présent qui fait Krasnodar Approche ou Krasnodar Radar, il gère la TMA. Il peut aussi, s'il n'a pas trop de trafic, faire les finales GCA. Alors ça, considérez les finales GCA, je en parle juste après, que c'est juste pour information. C'est rigolo à faire, hein, voilà la vue qu'on a nous de notre côté. Et en gros, vous allez arriver avec nous, on va vous dire contact radar à droite, à gauche de l'axe. Quand vous allez arriver sur le plan de descente, bon là il n'est pas représenté, vous êtes sur l'axe, ici vous êtes trop à droite, débutez descente, et on vous guide. Vous êtes trop à gauche, trop à droite, vous êtes trop haut, vous êtes trop bas, réduisez le taux de descente, tournez à droite tant de degrés, tournez à gauche tant de degrés, et on essaye de vous amener comme ça jusqu'à ce que vous ayez la vue de la piste. Alors, on n'en fait pas souvent, hein. Il faut qu'il fasse mauvais ou qu'il fasse nuit. Il faut que le pilote se le sente parce qu'il faut être assez rigoureux dans sa tenue de cap, etc. Puisque généralement c'est à 2 degrés près. Il faut être assez rigoureux dans sa tenue de cap, dans sa tenue de vitesse, dans dans son plan de descente. Et ça demande de la part du contrôleur de savoir faire. Et sur les contrôleurs, on n'est pas beaucoup à savoir en faire. Mais si un jour il y en a qui proposent, on a souvent Riku qui est quelqu'un qui est là, enfin un contrôleur expérimenté, qui annonce quand il prend le service disponible pour aussi la TMA et des GCA. Si vous voulez essayer à l'occasion, c'est un truc assez sympa à faire. Mais bon, par mauvais temps, par nuit, c'est annexe, voilà, c'était plus pour info. Hop. Le cas de la mise en route. Donc, avant de rouler, vous demandez à mettre en route, ou certains avions comme le F-16, il y a certains avions, tu es d'abord obligé de mettre tout en route. Si vous ne demandez pas avant de mettre en route, vous demandez avant de rouler. Donc vous demandez la mise en route plus les paramètres. Point one, on voudrait mettre en route ou on est prêt à rouler pour une mission cap tel secteur. L'ATC va vous dire, ok, tu peux rouler point d'attente alpha éventuellement via tel taxiway, plus il va vous donner tout un tas d'éléments. Alors, est-ce que globalement ça vous parle ou est-ce que ça ressemble à du chinois? Ça parle un petit peu. Clair. Bon, ok. Bon, je vais quand même détailler. Donc, la piste en service, paf, on l'a dit. Éventuellement, on donne le vent. Alors, actuellement, sous Orcoutesi, on a toujours un vent genre 0,40, 0,70 pour 10 nœuds. La couleur du terrain et la pression atmosphérique. Et je vais détailler tout ça un petit peu après. Pour le choix de la piste à service. Alors là, malheureusement, on ne voit pas trop bien. En fait,
la piste en service, comme on a dit, ça décolle et on atterrit toujours face au vent. Euh, Ouais, alors on peut avoir bon des fois des décollages à contre-cul et fût, mais on va pas rentrer là-dedans pour le moment. On décolle, on atterrit, on va dire face au vent. Et le vent, quand vous faites Alt B, quand vous vous connectez là au briefing, vous trouvez, alors on voit pas très bien, c'est écrit au sol 3 mètres par seconde. Donc ça déjà ça donne la vitesse. Et la vitesse en nœud en fait c'est du mètre par seconde fois 2. Donc pour 6,2. Et là on a 252 météo, on voit pas bien mais c'est 0,72. Et en fait c'est ça qui compte. Parce que dans DCS, dans l'éditeur, si vous avez déjà joué avec, il met le vent qui va vers, mais en aéronautique, ce qui nous intéresse, c'est d'où vient le vent, puisqu'on va face à lui. Donc quand j'ai un vent qui vient du 0,72, en gros, ma piste, ça va être la 0,7. Voilà. En gros, c'est ça qui est important parce que le cap que je vais prendre, c'est celui qui est face au vent. Le vent vient du 0,72, ma piste va être 0,7. Si je suis sur MyCop où c'est une 0,422, bah, quand avec un vent du 0,40, ça va être aussi la 0,4. Et alors ça à plus ou moins 180 degrés. Supposons que j'ai un vent qui viendrait du 0,20 ou du 0,30, bah, je décollerai toujours en 0,7. Voilà. Ça va pour ça? Ok, oui. Voilà. Hop. Donc la météo globalement. Alors, le cas vol à vue, VFR, Cam Victor, c'est le cas que vous allez avoir dans 90% des cas. Donc, et en gros, c'est je vois le sol, je peux rejoindre le terrain en regardant dehors, c'est-à-dire sur ma carte, etc. Alors, on est ce qu'on appelle en vol à vue. Ce qu'on appellera aussi VFR pour Visual Flight Rule, ça c'est le terme civil, et Cam Victor, si on veut, ça c'est le terme militaire. Mais en gros, on vole à vue, j'utilise ma carte comme ça, et je me sers des repères essentiellement extérieurs pour partir et revenir du terrain. Si je ne vois pas le sol et je ne peux pas rejoindre le terrain par moi-même juste en regardant dehors, eh bien, il y a deux cas. Soit il fait vraiment vraiment mauvais, même jusqu'à se poser, et je suis obligé de faire une approche aux instruments, un ILS, un GCA, une finale TACAN. Soit il y a une grosse couche à traverser, et il faut que je passe sous cette couche. Alors soit tout seul, en m'assurant que je ne vais pas percuter le sol, soit en demandant au contrôleur un cap et une altitude de descente, et puis lui avec son radar il va vous dire ok bah là tu peux descendre sur tel cap jusqu'à 3000 pieds. Parce que en dessous il y a des montagnes à 2500 pieds par exemple. Le contrôleur il vous fait descendre et hop vous finissez en approche à vue. Voilà. Alors comme je disais, hein, dans la plupart des cas c'est ça. Je rajoute un mot sur la nuit parce que demain, par exemple mercredi, c'est le jour où il fait nuit. Normalement, quand on est de nuit, la règle c'est qu'on arrive plutôt aux instruments. Ça c'est plutôt la règle de base. Maintenant, c'est possible d'arriver à vue quand il fait nuit. On est sur BFR, novice friendly, il n'y a pas forcément des contrôleurs de partout. Donc, n'hésitez pas à arriver à vue, même quand même quand c'est nuit, quoi. Si vous préférez. Mais en règle générale, normalement, la règle c'est de nuit, j'arrive aux instruments. Voilà. Ça c'est voilà, je leur dis, normalement c'est la règle aux instruments. Après sur BFR, de nuit, on peut tout à fait arriver à vue. Euh, bon, voilà. Les couleurs terrain qu'on vous donne, en gros, bah, je vais passer à celle juste après. Quand on est bleu, quand il fait bleu, c'est qu'il fait grand beau. Hop. Donc ça c'est des altitudes et des hauteurs et des altitudes par rapport aux nuages. C'est juste pour que vous ayez une indication. C'est plus pour les contrôleurs à la rigueur le détail des météos que pour vous. Hein. Euh, Quand il fait beau, quand il fait bleu, c'est à vue. On voit que les nuages, il y a plus de 8 km de visie, les nuages sont au-dessus de 2500 mètres. On n'aura pas de souci pour se pointer. Quand je dis ouais, hauteur, c'est hauteur par rapport au terrain. Si je prends un terrain qui est à 500 pieds d'altitude, et bah si j'ai les 2500 pieds, c'est-à-dire que les nuages sont à 3000 pieds QNH. Quoi. Voilà. Quand en blanc, bah blanc, ça veut dire que j'ai une couche entre 1500 pieds sol et 2500 pieds. Bah là, je vais peut-être avoir besoin du contrôleur. Il va falloir que je me débrouille pour réussir à passer sous la couche de nuages. Terrain vert, ça commence à être pas beau quoi. Soit la visie elle est inférieure à 5 km,
soit le plafond il est inférieur à 1500 pieds. Donc s'il y a un contrôleur qui est présent, il va falloir qu'il me guide parce que je vais pas pouvoir arriver je vais pas pouvoir en toute logique arriver jusqu'au break uniquement avec les références visuelles. Donc le contrôleur va devoir me guider jusqu'à m'amener sous la couche, ou soit il va falloir que je fasse un break assez bas, soit que je fasse une approche aux instruments. Et par terrain jaune et ambre, pardon, c'est ce qu'on a, on est en IMC India Mic Condition, enfin instrumental meteorological condition, conditions de météo aux instruments. Là, par ces temps-là, je peux plus arriver à vue. Il faut que je fasse soit une approche claquant, soit une approche ILS, soit un GCA, soit sur BFR, je bidouille avec mes waypoints. J'ai mon waypoint sur la piste et j'arrive doucement par une simili longue finale, mais on n'est plus dans de l'approche à vue. Voilà. Alors il y a peut-être des gens qui connaissent pas trop, qui essaieront de faire des breaks par des temps comme ça, mais c'est du n'importe quoi et souvent ça finit à côté de la piste. Euh, voilà. Tac, qu'est-ce que j'ai tout à dire là-dessus? Jaune, approche classique, ambre, approche de précision. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on est dans ce terrain-là, dès qu'on est ambre, c'est-à-dire moins de 1600 mètres de visibilité ou moins de 300 pieds de plafond, il faut pouvoir faire un ILS ou un GCA parce que je vais voir vraiment la piste au dernier moment. Ou en A10, je sais pas pour les autres avions, il y a le système de VNAV 3D, mais je m'attends à voir le terrain vraiment au dernier moment. Donc il faut que je sois bien guidé précisément pour réussir à me poser. Voilà. Mais encore une fois, sur BFR, ça va être très rare. Dans l'immense majorité des cas, on va être sur du bleu ou du blanc. Hein. Voilà. Et quand, du coup, s'il fait mauvais et qu'il n'y a pas de contrôleur, que c'est en auto-info, bah, c'est à vous d'annoncer sur la fréquence de l'aérodrome. Bah, j'arrive à 25 nautiques bah, pour une longue finale, aux instruments, pour un ILS, de bien faire les annonces, quoi. Hop, voilà. Et terrain rouge, et ben là il fait trop mauvais, atterrissage interdit. Voilà. Alors ça c'est sur le papier. Bon, sur BFR, si vous voulez jouer le jour où un jour où il y a un temps comme ça, vous pouvez essayer. Et comme on dit, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ça se finit rarement bien. Mais voilà, normalement, terrain rouge, atterrissage interdit, quoi. Bon, on est rarement dans ces conditions-là. Hop. L'histoire des calages altimétriques. Alors, je sais pas si ça vous parle. C'est juste pour illustrer. En fait, il y a différents calages altimétriques. Le Fox Echo, qui est l'altitude, enfin le calage par rapport à l'aérodrome. Si je suis calé au Fox Echo, en fait, mon altimètre va lire 0 quand je suis au parking. Si je mets le Fox Echo qui est indiqué, sur l'altimètre, je vais lire 0. Alors ça, c'est sur BFR et je pense sur Caucase. Je sais pas si c'est simulé peut-être sur Siri. Dans la vraie vie, les terrains sont rarement tout plats et le Fox Echo il est pris à un endroit bien précis de la piste ou à des endroits précis de la piste. Donc au parking, on n'a pas forcément 0. Mais en gros, et je pense que sur le Caucase, sur DCS c'est le cas, vous allez avoir 0. Donc ça c'est l'altitude par rapport, enfin la hauteur. Là justement on parle de hauteur par rapport au terrain. C'est différent de ce que vous allez avoir à la radiosonde. Parce que la radiosonde, ou le radar altimétrique que vous pouvez avoir dans vos avions, lui, il tape, il analyse ce qu'il y a juste en dessous. Donc, si en courte finale il y a une colline, et ben, il va vous donner la hauteur par rapport à la colline, mais pas par rapport au seuil de piste. Voilà. Avant, les avions, et dans certains cas, certains font des approches encore au Fox Echo. Maintenant, ça se fait beaucoup, beaucoup plus au QNH, sur BFR. On est parti dans l'idée qu'on fait ça au QNH. Altitude, le QNH, c'est l'altitude au niveau de la mer. Tac. Et ce qu'on n'utilise pas, le calage standard, c'est-à-dire en niveau de vol, quand on passe par rapport aux 1013 hectopascal ou 29,92 en pouces de mercure. Certains pilotes l'utilisent, ça n'a pas de sens parce qu'il faudrait, si on voulait le faire, il faudrait mettre en place une altitude de transition, un niveau de transition. Bon, voilà. Bon, si ça vous amuse de mettre en pouces de mercure, enfin en 1013, ça n'a pas
enfin, vous pouvez le faire, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que le QNH en plus sur DCS bouge pas, il est le même sur tout le Caucase. Donc on privilégie d'avoir que tout le monde vole au QNH, comme ça tout le monde vole à la même référence. Et c'est plus pertinent quand il s'agit de faire des informations d'un avion sur un autre. J'aurais une petite question par rapport au QNH. Ouais, vas-y. Donc, moi, avant de venir sur DCS, j'ai beaucoup joué à Microsoft Flight Simulator et je sais qu'au-dessus d'une certaine altitude, l'indicateur du QNH, on doit pas le passer de manuel, enfin, on doit passer de manuel en mode standard. Est-ce que c'est aussi le cas sur DCS ou alors on garde encodé, on va dire, le QNH de départ? Non, gardez le QNH. C'est ce que je disais justement juste avant par Ah ouais, rapport ok. au calage standard. Gardez Ah le oui, QNH. Voilà. ok. Alors après, si il y en a qui sont joueurs. Si tu te dis, oh allez, dès que je passe 10 000 pieds, je me mets en niveau de vol. Si tu veux le faire, tu peux. Sachant que sur la règle sur BFR, c'est d'utiliser le QNH. Donc si maintenant, après, tu te prends une montagne pour une raison X ou Y, bon, voilà, parce que ton calage est pas bon. Supposons, tu vois, ici, tu te mets au 1013 et ton 1013 est beaucoup plus bas, alors que tu as une montagne à 5000 pieds. Enfin, tu as une montagne à 5000 pieds. Si tu es au QNH à 6000 pieds, bah, tu sais que tu as 1000 pieds de marge avec la montagne. Si ton 1013 est beaucoup plus bas, et bah, t'en sais rien à combien tu passes la montagne. Et si ça se trouve, tu vas finir dedans. Ok, ok. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on privilégie d'utiliser le 1013, le QNH. Bon. Et parce que c'est DCS et que il n'y a pas de niveau tel que le QNH, il est partout pareil. Hein. Si un jour ils se mettent à faire des QNH qui changent sur le Caucase, peut-être que ou sur les autres maps, peut-être que ça sera pertinent de faire autrement. Mais pour l'instant, on reste plutôt comme ça. Voilà. Donc par défaut, sur BFR, on utilise le Québec Novembre Hotel. Voilà. Des fois on dit QNH, des fois on dit Québec Novembre Hotel. Bon. Pouf, 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 il ne bouge pas. Il est le même sur toute la carte. Alors, on va essayer de voir un peu le déroulé d'un vol. Pof. Jusque là, ça va? Vous avez pas le cerveau qui explose? Jusque-là, ça va. Voilà. Ça va pour moi aussi. Voilà. Euh, Encore une fois, hein, l'idée, c'est pas que vous reteniez tout de ce que je raconte, c'est de voir un petit peu derrière, un peu plus comment ça se passe quand un contrôleur ou quand les gens vont parler à la radio pour comprendre un petit peu mieux ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est pas. Bon, enfin, vous m'avez compris, c'est pas la peine de tout retenir, c'est plus pour que vous pigiez un peu comment ça fonctionne. Enfin bon, après si vous retenez quand même, ça m'arrangerait parce que sinon je parle pour rien. Mais le roulage, qu'est-ce que j'ai raconté? Donc le cas du contrôleur sol, ça je vous l'ai dit. Attends, oui, ça c'est juste le plan. Donc on va y revenir. Au roulage. Si vous êtes en patrouille, si vous voulez avec un collègue, c'est le leader qui fait les coms pour tous les avions. Vous êtes le numéro 2, bah, vous communiquez en intra-patrouille avec votre leader, mais c'est lui qui fait les communications. Donc on roule vers le point d'arrêt, Et ça je vous l'ai déjà dit, important, on s'arrête au point d'attente, au point d'arrêt. On n'arrive pas juste alpha et c'est bon, on roule, on décolle. Pouf. Non, vraiment on s'arrête. S'il y a un contrôleur, c'est lui qui vous dit quand vous pourrez vous aligner ou pas. Et s'il n'y a pas de contrôleur, on prend le temps de vérifier. Il n'y a personne sur la piste. Enfin, il n'y a personne en finale. Il n'y a personne en finale, je m'aligne. S'il y a quelqu'un sur la piste, j'attends que cet avion est dégagé avant de décoller. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça c'est voilà. J'attends qu'il est dégagé. Je commence pas à décoller tant qu'il y a quelqu'un sur la piste. Voilà. Voilà. A contrario, parce que je sais plus si je l'ai noté, comme on est entre avions de chasse, on peut se poser. Vous pouvez être en finale, avoir un avion sur la piste, et si vous jugez que la distance est suffisante, ou si le contrôleur vous donne l'autorisation, vous pouvez vous poser avec un autre avion sur la piste. Tant qu'il y a une distance que vous jugez suffisante, et généralement entre chasseurs, bah, il y en a un qui va se mettre, l'avion va rouler, il va se mettre sur le côté gauche, bah, l'autre il se met sur le côté droit, ou inversement. Voilà. Il y a des histoires de bandes rapides, bandes lentes, etc. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Si jamais il y a un contrôleur sol, c'est surtout dans le cas des ventes, des événements, la fréquence est celle sur la keyboard et vous êtes transféré au niveau des points d'attente. Le décollage, le départ, bon ça, la même chose, hein, si patrouille, c'est le leader qui fait les coms. J'ai recopié les mêmes choses, super.
Manifeste, mais quand même. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Oui, on ne décolle et on atterrit que sur la piste. Il y a des petits malins qui ont déjà fait des atterrissages, des décollages sur taxiway. Si on les chope, c'est kick. Voilà, ça c'est niette quoi, hein. On utilise la piste, voilà, et les taxiways c'est fait pour rouler et on décolle et on atterrit uniquement sur la piste. Voilà. Et sur taxiway c'est interdit. Le cas de la sortie de zone. Donc, qu'est-ce que je voulais mettre là déjà? C'est vraiment que j'ai fait cette diapo, je m'en souviens même plus. Il y a plusieurs cas. Oui, selon votre demande et alors les impératifs de la circulation aérienne. Quand on est bleu ou blanc, c'est-à-dire quand il fait beau, la plupart des cas, vous pouvez dire pouet pouet one one, je veux sortir, je sortirai par whisky 2500 pieds. Ok. Ça peut être aussi pouet pouet one one, je veux faire une sortie par whisky 5000, 7000, 10 000 pieds. Alors, en toute rigueur, ça devrait être 2500 pieds, mais on peut supposer qu'on sort, qu'on sort beaucoup plus haut parce que c'est des chasseurs. Ok. Vous pouvez aussi, si vous partez directement à votre altitude, dire pouet pouet one one. Après l'envol, je veux partir au cap 090, la montée vers 20 000 pieds. Voilà. Donc selon les cas, vous demandez ça, le contrôleur il vous dit ok ou pas ok, et selon les cas, après vous rappelez si c'était une sortie whisky 2500 pieds, pouet pouet one one whisky 2500 pieds pour quitter la fréquence, à 10 000 pieds whisky passant 10 000 pour quitter la fréquence, et si c'est un cap au cap 090, le contrôleur vous aura dit normalement de rappeler à un endroit. Rappelez passant 5000 pieds, rappelez passant 10 000 pieds, rappelez passant 20 000 pieds. Eh bien, pouet pouet one one, on passe 15 000 pieds, 20 000 pieds pour quitter la fréquence. Et si vous êtes en auto-info, pouet pouet one one, vous partez je sais pas, sur le cap 90, pouet pouet one one, on sort cap 90, on passe 5000 pieds, on quitte zone et fréquence. Voilà. Par contre, s'il fait mauvais, vert, jaune, ambre, eh bien vous allez plutôt sortir sur un cap et une altitude qui va vous permettre de retrouver les conditions de vol à vue. Parce que s'il fait moche, les points, vous les trouverez pas. Ou vous les trouverez, vous allez galérer à les trouver, et vous allez vous retrouver dessus, vous allez les voir au dernier moment. Enfin voilà. Quand il fait pas beau, on décolle et on grimpe au-dessus des nuages. Alors, les hélicos restent en dessous. Voilà. Mais vert, jaune, ambre, c'est-à-dire que les nuages sont vraiment pas hauts. Même en A10, on reste pas en dessous. Voilà. Si jamais la TMA est active, il y aura une coordination entre le contrôleur qui gère l'approche et celui qui gère la tour, et vous serez éventuellement transféré au contrôleur tour. Au contrôleur approche, pardon. Ouh, je vais y arriver. Voilà. Le retour. Pof. Donc les arrivées, normalement c'est un peu selon c'est le plan, ça, selon la couleur terrain, contact, le circuit de piste. Arrivée selon couleur terrain, c'est ce que j'ai dit. Alors là c'est les principes de base, sachant que voilà, sur BFR on peut être un peu plus souple que sur les principes de base. Bleu, il fait beau, on voit le sol, on arrive en vue via les points d'entrée, j'ai pas besoin d'être guidé. Je peux arriver tout seul, typiquement, s'il y a du contrôle, vous appelez quand même le contrôleur normalement 3 à 5 minutes avant l'entrée de zone. Donc pouet pouet one one de Coutésy, on est en retour à 30 nautiques du terrain pour une longue finale. Il fait beau, le contrôleur il va vous dire directement reçu pouet pouet one one, vous me rappelez Sierra Whisky, vous me rappelez Whisky. Certains vous donneront des caps vers le point d'entrée. Bon, après, si vous êtes perdu, vous avez aussi le droit de demander pouet pouet one one, je voudrais un cap vers le terrain ou vers les points d'entrée, et le contrôleur vous dit ok, pour whisky, voler cap 300. Bon. Donc il fait beau, on voit le sol, on arrive à vue, ouais, j'enchaîne la parlotte, blablabla. N'hésitez pas vraiment à me couper si vous avez des questions, des doutes. Non, pour le moment, moi ça va de mon côté. Ok. Quand le terrain est blanc, c'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une couche nuageuse à traverser en dessous de 2500 pieds où la visibilité commence à se dégrader. Blanc, c'est ça, c'est-à-dire ici, soit j'ai moins de 5 km de visie,
soit j'ai moins de 2500 pieds de plafond. Enfin, j'ai entre 1500 et 2500 pieds. Ce qui veut dire que je peux avoir des nuages aux alentours des 2000 pieds. Et si c'est bien compact, il va falloir que je passe en dessous. Alors, tant que je suis hors de la zone, bah, je peux le faire moi-même. Je me débrouille avec mon petit avion et le relief pour passer en dessous. Mais le mieux, s'il y a un contrôleur, bah, c'est de lui demander pour traverser la couche, quoi. Et il vous donnera un cap, il vous fera descendre sur une altitude et vous annoncerez quand vous serez typiquement après point one en vue du sol. Ok, là ça veut dire que vous pouvez continuer à vue tout seul. Euh, donc ce que j'ai soit autonome, soit guidage, descendre sur un point. Alors ça peut être sur un cap, sur un point aussi, il peut vous dire de descendre par exemple sur le Tacan. Puis arriver à vue pour une longue finale et ou le break. Le terrain vert, donc vert, jaune et ambre, hein, on va pas trop s'attarder dessus parce que c'est rare et puis que là, comme c'est la première présentation, enfin l'idée c'est de rester sur les cas les plus courants et les plus simples qui sont les arrivées à vue. Les arrivées aux instruments c'est un peu plus spécifique. Bon. Vert, donc guidage pour une longue finale au break à une hauteur inférieure à la hauteur publiée. On voit que quand le terrain est vert comme ça, eh ben, il y a soit déjà niveau visi c'est pas terrible, hein, et ce que je disais tout à l'heure, et que il y a moins de 400, il y a entre 1500 et 700 pieds de plafond. Si vous arrivez tout seul, vous allez voir le terrain va vous sauter à la gueule au dernier moment, et c'est ni propre ni confortable. Voilà, prise de visuel, ce qui peut arriver. Comme souci quand il y a du contrôle, la prise de visuel du terrain est tardive, les transferts sont délicats. C'est-à-dire que si c'est le contrôleur approche qui est en train de vous guider, vous allez voir le terrain au dernier moment. Le temps qui vous balance à la tour, que vous changiez de fréquence, enfin ça peut être un peu tendu. Voilà. Et possibilité sur BFR de laisser le pilote faire seul. Voilà, s'il n'y a pas de contrôleur ou même si le contrôleur, comment dire, s'il n'y a personne devant et que vous voulez tester, on peut laisser les gens se présenter en autonome, quoi. Ce que je disais, on est plus souple. L'idée, c'est pas de coller exactement comme dans la réalité ou d'être des ayatollahs. Hop là. MEF au départ arrivée simultanée. Quand vous allez être vert comme ça, être vert. Quand le terrain est vert, je leur dis, vous allez voir le terrain au dernier moment. Et ce qui fait que si des avions sont en train de décoller au même moment, tout le monde va choper un peu au dernier moment. Et ça va choper au dernier moment, vous allez arriver bas. Là, le risque de s'emplafonner le copain qui est en train de décoller, il est pas nul, quoi. Ouais, vu que tout se fait au dernier moment. Tout se fait au dernier moment là. Vous aurez rarement ces conditions sur le serveur, notamment quand c'est auto-info, mais ça peut arriver. Donc voilà, c'est bien d'être conscient de putain la visie est pas belle. Je peux quand même arriver à vue, mais il faut que je tape la MEF. Voilà, que je surveille bien la fréquence. Bon. Voilà, hauteur. Alors voilà, après ça c'est juste pour info. Hein. Dans le cadre du jaune ambre. Jaune approche aux instruments obligatoires, ce qu'on appelle une approche classique, c'est-à-dire une approche TACAN. Guidage jusqu'à l'approche finale de la procédure publiée. Bah, après, si vous avez fait du Flight Simulator, ça doit un peu vous parler. Une approche TACAN, hein, c'est une approche VOR DME. Sur BFR, bah, on peut se présenter tout seul avec ses waypoints et se présenter comme ça. Voilà, la météo est pas terrible, mais bon, il y a au moins 1600 mètres de visie et 300 pieds de plafond. Donc même si je suis un petit peu haut, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, j'arriverai quand même à choper le terrain. Alors juste un petit peu, hein, forcément. Par contre, quand je suis ambre, là c'est approche aux instruments obligatoires, mais surtout approche de précision. Donc IS, GCA, éventuellement la nav 3D sur la 10C, où il y a peut-être d'autres avions. Moi je parle de la 10 parce que c'est celui que je connais le mieux, qui ont des systèmes équivalents. Il faut vraiment être bien axé pour arriver. Quand vous arrivez à 800 mètres là, et à 200 pieds, vous allez voir le terrain au dernier moment. Faut être bien axé pour pouvoir réussir à se poser et pas faire des virages de folie en très très courte finale. Voilà. Donc ça c'était c'était plus pour l'info. Et rouge, je l'ai redit tout à l'heure, atterrissage interdit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je rentre? Hop.
Donc moi je m'arrive, poète one, en retour terrain à 25 nautiques pour rearm, refuel. Éventuellement, c'est même mieux d'annoncer tout de suite et pour un break ou une longue finale. Sinon le contrôleur vous demandera. Le contrôleur il vous redonne les paramètres, éventuellement, parce que souvent ça branche pas. Donc il peut vous redire la 07, terrain bleu, etc. Bon, si vous avez décollé de Koutaizi et que vous revenez 20 minutes plus tard, ça n'a pas bougé. On va pas forcément les redonner. Si maintenant vous les revoulez, il ne faut pas hésiter à redemander. Vous annoncez donc votre position, le type et nombre d'appareils et vos intentions. Poète 1, 2 F-18, comme je disais tout à l'heure, à 30 nautiques du terrain dans l'Est pour une longue finale. Donc ce que vous annoncez, les types d'arrivée à vue, break et longue finale. Et là... Et donc, vous procédez ensuite à vue, surtout quand il fait beau, généralement de façon autonome vers les points d'entrée. Donc, vous allez jusqu'au point d'entrée. Et quand vous passez le point d'entrée, après, c'est le coup. Attends, je ne sais plus ce que j'ai écrit. Hop. Donc, vous procédez vers le point d'entrée. J'aurais mieux fait de faire des petits dessins, ça aurait été plus clair. Je vais revenir sur la diapo où il y a les dessins. Hop, ça sera plus simple. Si je prends celle-là. Hop. Voilà. Donc, vous arrivez vers, par exemple, sur Syrah Whiskey. Tant que le contrôleur vous a pas dit de procéder pour le break, ou vous a pas donné votre numéro, bah vous attendez. C'est qu'en fait, il est occupé. Et là, il va vous dire soit procéder pour le break, main droite, piste 09. Il va pas forcément vous donner le sens du break. Comme ils sont sur les kneeboards, normalement vous les connaissez. Si vous avez un doute, vous demandez. Procéder pour le break main droite 07. Et si vous êtes tout seul, il peut vous dire directement numéro 1. Numéro 1 et rappeler dernier virage, train sorti verrouillé. Donc là vous faites ça, vous passez par l'initiale, hop, et vous venez au break. Il peut vous demander aussi de rappeler à l'initiale. Ok, Poète 1, rappelez initiale 09. Donc vous passez Sierra Whiskey, vous allez vers l'initiale 09 parce qu'il y a du monde au départ, parce qu'il y a d'autres trafics pour une raison X ou Y. Et à l'initiale 09, il va vous donner votre numéro 1, numéro 2, numéro 3 et le point de report. Typiquement, si vous êtes tout seul, numéro 1, rappelez dernier virage, ou point 180, train sorti verrouillé. Donc on s'attend à ce que vous fassiez ça, vous arrivez au break, hop là, tac. Vous sortez le train. Si vous dit numéro 2 ou numéro 3, ça veut dire qu'il faut que vous cherchiez le précédent. Le contrôleur va vous dire numéro 2, derrière, ou trafic précédent, ou derrière un F-18, actuellement au break. Il faut que vous cherchiez l'avion visuellement. Alors s'il est déjà dernier virage, que vous êtes là, bah, vous êtes loin, ça va pas être un souci, quoi. Mais il faut quand même que vous gardiez cette info en tête, parce que c'est à vous de vous séparer de l'avion qui précède, quand il fait beau. Le contrôleur il peut vous dire, s'il voit que c'est un peu serré, oh là, break fin de bande, mais normalement c'est à vous de choper le visuel du mec qui est devant, et de vous éloigner suffisamment, de manière à ce que quand vous arriviez en finale, vous soyez pas juste derrière et obligé de remettre les gaz. Voilà. C'est clair pour ça? Ok. Ok, je Moi retourne. j'ai juste une petite question, Ouais. ça peut sembler un peu bête, mais est-ce que il se peut que le contrôleur, lorsqu'on arrive au point d'entrée au sud-ouest, nous dise que l'on peut directement faire un direct, ou alors on doit d'office passer par la boucle du break? Ah non, non, là, ouais, tu peux faire une approche directe. Là, j'étais dans le cas, je reviens sur ma diapo, justement, parce que c'est là où je disais que, hop, là, j'aurais mieux fait de mettre les dessins. Là, j'étais... ah bah j'aurais, ouais, en fait, je me suis un peu avancé, mais ce que je vous parlais, c'était dans le cas du break. Ok. Du coup, je me suis un peu avancé sur mes trucs, je la remets, hop. Donc je reprends le point d'entrée, vos intentions pour une arrivée. Si vous arrivez à vue, donc vous annoncez que pour un break ou une longue finale, vous allez procéder à vue, en généralement en autonome, jusqu'au point d'entrée. Ensuite, vous allez aller vers l'IP ou vers le circuit si autorisé. Et sur demande ou sur son initiative, le contrôleur peut donner un cap. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vous rappeler
En général, ça je ne l'ai pas noté, 3 à 5 minutes avant d'arriver, avant le point d'entrée. Vous allez procéder en autonome. Si vous êtes perdu ou que vous avez besoin, vous pouvez demander au contrôleur un cap vers le point d'entrée. Voilà. Et ce que je vous l'ai redit, je redis ce que je vous ai dit. On attend sur le point d'entrée sans rentrer dans la zone tant qu'on n'a pas été autorisé. Voilà. Si c'est en auto-info, vous allez attendre sur le point d'entrée. Si jamais la situation est un peu cafouilleuse, que c'est pas clair pour vous qui peut procéder quand, comment. Sinon, si c'est clair, vous l'annoncez. Pouet pouet one one, on passe le point d'entrée Sierra Whisky pour un break main droite et on rappellera dernier virage train sortie verrouillé. Voilà. Voilà. En auto-info, on prend le temps d'analyser la situation avant de se jeter dans le circuit. Et si trop d'avions en priorité, c'est ce que je vous disais au début. Si tout le monde, si vous êtes 3 à 4, 5 à rentrer en emergency parce que vous avez tous cramé le pétrole, ça va pas bien se passer. Je dis ça parce que souvent lors des events, ou même régulièrement, on a un gars qui nous annonce ah moi je suis en priorité pétrole, et puis un deuxième, puis un troisième, puis un qui manque le train. Alors on essaye de gérer les priorités, on joue les urgences, mais si tout le monde est en urgence et qu'il n'y a qu'une piste, bah forcément ça va, voilà, ça se passera pas bien pour tout le monde. Hein. Voilà. Alors, retour point d'entrée, tac. Attends, ok. Le numéro est donné entre le point d'entrée et l'initial pour le break. Et si vous arrivez en longue finale, votre numéro, votre numéro d'atterrissage est donné quand vous arrivez en longue finale. Si pas numéro 1, on cherche visuellement le précédent pour se séparer en fonction, on annonce le visuel. Et le cas du tour de piste classique, vous avez déjà vu ça, ça vous parle ou pas? Oui. Voilà. Le tour de piste classique, hein, donc on atterrit, on décolle face au vent, là on a un vent qui vient d'est, la montée initiale, le vent arrière. La longue finale, quand je viens en longue finale, généralement, tu vois, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, arriver dans l'axe de piste à environ 5 nautiques. On C'est peut... par ce schéma-là qu'on passe généralement quand on fait des exercices de décollage et d'atterrissage. On passe par le break et en fait on fait une sorte de Ouais, c'est ça. légère boucle pour revenir directement en finale d'atterrissage. C'est ça. C'est ça. En fait, un break, c'est un circuit classique, un circuit conventionnel rapproché et plus rapide. C'est-à-dire qu'un avion classique, il va prendre le temps de bien faire sa montée initiale, de faire un avion traversé, une bonne vente arrière, une étape de base, chercher un final. On est en avion de chasse, on sait faire, on va vite, on arrive et on va tirer ici assez fort plusieurs G. On va venir faire une vente arrière relativement courte. Paf, là je sors le train, les volets, etc. Et je vais faire une base qui, en général, comprend pas un virage tout droit puis un virage, mais qui est un demi-cercle jusqu'à arriver en course finale. Voilà. Donc un break, c'est un tour de piste rapproché en gros. Mhm. Voilà. Donc le circuit de piste, chasse, break, voilà, donc on se présente par le point d'entrée. À l'IP au plus tard, c'est là où on vous donne votre numéro et vous arrivez jusqu'au break. Et au dernier, ce qu'on appelle le dernier virage ou point 180, c'est-à-dire la fin de vente arrière, vous allez annoncer train sorti verrouillé, où le contrôleur va vous demander pouet pouet one one, train sorti verrouillé. Et une fois que c'est annoncé, il vous autorise atterrissage. Voilà. Et on va arriver au bout. Et une fois piste dégagée, on maintient position. Ça, c'est important. Et on attend l'autorisation du contrôleur avant de rouler. Et si s'il y a du monde, on vérifie bien visuellement avant de rouler vers la zone de réarm rifle. Voilà. Je suis arrivé au bout de mon blabla. Je me rends compte que sur toute la partie retour, comme vous essuyez les plâtres, toute cette partie-là, ça mériterait un peu plus de dessin peut-être et un peu plus de schéma d'explication que ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions du coup? Maintenant c'est à vous. Comme ça, non. Il y a pas mal d'informations à prendre en compte, Ouais. mais dans l'ensemble, ça a quand même été assez clair et je Alors, pense que c'est ouais. surtout dans la pratique tous les jours, on va rencontrer des cas qu'on n'a pas forcément Ouais. Ouais. imaginé, on va se rencontrer
pas se rendre compte qu'on a un souci ou on sait pas comment faire. Mais Alors là, c'est beaucoup de blabla hein, pour vous expliquer le background, c'est un petit peu l'idée. Vous trouverez les éléments essentiels en écoutant un peu les autres, en regardant dans... je vais couper ici, je sais pas si c'est dans ce cas-là... attendez, hop, je vais couper, hop, si je partage mon écran... Euh, euh, si je programme, voilà, là, logiquement, vous voyez le Discord. Vous trouverez de la doc. Alors, c'est dans quoi? Putain, il est où ce truc? Il y avait déjà de base. Ouais, dans doc de base, il y a, voilà, j'ai mis à jour il y a pas longtemps le document de phraséologie, donc là vous trouverez un petit peu des exemples. Et il y a ce que je vous disais, celui qui s'occupait du pôle contrôleur avant, qui faisait beaucoup de vidéos. Donc là, il y a des exemples aussi. Et il y a un pilote, il y a un moment, elles sont pas mal du tout, ces trucs-là, qui avait expliqué la phraséologie en auto-information. Essentiellement en auto-information. Si vous regardez ça, il y aura probablement des différences, parce que ça c'était avant, avec des choses que je vous ai racontées maintenant. Mais grosso modo, c'est à peu près la même chose, vous y retrouverez vos petits. Hein. Voilà. Sachant que s'il y a un doute, s'il y a des choses différentes, il vaut mieux appliquer ce que moi je vous ai dit, puisque c'est les éléments les plus récents. S'il y a des choses en contradiction. Voilà. Ouais, j'ai trouvé ça ultra intéressant parce que avec ce que tu nous as montré ici, je viens seulement de comprendre par après une situation que j'ai vécue in-game. Et en fait, je m'étais dit, bah en fait, le type, qu'est-ce qu'il est en train de faire, quoi. Et en fait, c'était moi qui comprenais pas bien ce qui était en train de se passer parce que j'étais au point d'arrêt pour un décollage piste 07. Ouais. Quand au point d'arrêt en face à moi, je vois un F-16 qui est en train de débarquer. Et globalement, on était en auto-information et il dit, bon, bah, je m'aligne et je décolle. Et c'est vrai que il y avait un autre SS qui était en phase d'approche et je comprenais pas pourquoi il avait pas call qu'il était en train d'atterrir. Et j'ai dit à la radio comme ça, attends, il y a justement quelqu'un qui est en finale. Et après je le vois, le F16 qui était justement en approche répond, non, t'inquiète, décolle, t'accordes le temps. Et en fait il passe littéralement au-dessus, on va dire, de la piste. Puis il fait un virage serré sur la gauche. En fait il était en phase de break. C'est ça. Ça va être une énorme différence en termes de... Alors, je vais repasser éventuellement ça. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, premier réflexe, je me dis, qu'est-ce qu'il fait ce con à survoler la piste Ouais. sans atterrir. Et en fait, non, il était en phase de break. Mais comme la piste était libre au moment où il arrivait, je comprends pas tout simplement pourquoi est-ce qu'il a pas dit que il faisait une approche longue pour se poser direct et qu'il voulait à tout prix passer par cette phase de break. Alors, en fait, c'est parce que on est en avion de chasse et que bordel, c'est plus stylé. Je vais remettre la diapo. Ok, Et, c'est une bonne réponse. voilà. Non, alors il y a ça. Ensuite, dans la réalité, un break, quand tu sais les faire, un break, ça va plus vite qu'une longue finale. C'est-à-dire que la longue finale, tu vas Baisse ta venir. vitesse. Ouais, alors la longue finale, tu vas venir chercher ton axe à peu près à 5 nautiques. À 5 nautiques, tu vas te mettre en configuration d'atterrissage. Bon, ça va plus vite. C'est à peu près pareil, mais c'est, comment je pourrais dire ça? Parce que 5 nautiques. Ouais, non, on va dire que le break, ça va un peu plus vite parce que tu arrives vers le break, tu casses ta vitesse, tu fais un circuit court, surtout quand tu sais faire. Et ton dernier virage, là, si vous voyez mon schéma ici, hop, Ouais. voilà. Celui où tu dis normalement sortie du train, volet verrouillé. Voilà, c'est ça. Dernier Là, virage. tu arrives ici. Moi, ici, je m'annonce, poète, poète, moine, moine, dernier virage, les 3 vertes, ou train sortie verrouillé. Et là, je vais faire un virage continu de 180 degrés. Et je vais sortir en courte finale. Si j'ai bien géré mon truc, je suis à même pas un nautique de la piste, quoi. Donc ça va être plus rapide. Et d'arriver à 5 nautiques, sortir le train, faire toute mon approche. Voilà. Ok. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, c'est important de s'annoncer, même en auto-info, poète poète one one, j'arrive pour un break ou pour une longue finale.
Parce que si je vois un avion en effet en gros à 2 nautiques, s'il est en longue finale, ah ben, je vais pas avoir le temps d'y aller. Par contre, s'il est pour un break, j'ai large le temps quoi. Là, c'est justement ce qui s'était passé. Voilà, j'ai largement le temps. Euh, Après, pour vous donner sinon des petits points de repère, un avion qui se pointe en longue finale, en gros, jusqu'à 2-3 nautiques, si vous êtes rapide, vous avez, allez, on va dire 3 nautiques, si vous êtes rapide, vous avez le temps de vous aligner et de faire un décollage immédiat, ce qu'on appelle un rolling take-off. Il y a Pouet Pouet One One en finale, moi je suis Pouet Pouet 2-2, je suis prêt, et ben je vais, tout dans mon avion est prêt, je n'ai pas besoin de m'arrêter sur la piste, je vais tout de suite rentrer sur la piste, m'aligner, mettre les gaz. Voilà, je vais pas prendre le temps de m'arrêter. Ça, c'est ce qu'on appelle un rolling take-off. Souvent, ça se fait pas en chasseur parce que faut prendre le temps de faire ses checks, etc. Mais ça peut se faire. Puis on est sur, voilà, ça reste un jeu, hein, c'est BFR, c'est DCS. On peut jouer à ça. Voilà, voilà. Hop, Après, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, si vous avez d'autres questions, je suis ouvert. Et puis, ou même des questions tactiques. Hein, parce que Plus sur la communauté, Ouais, moi sur les escadrilles, parce que je vois que beaucoup de personnes, au final, peu de personnes sont connectées sur le Discord à proprement dit dans des canaux, ouais. et sont plus sur d'autres Discord entre eux, entre escadrilles en fait. Et du coup, bah, je me demandais, bah, pour des nouveaux joueurs, enfin, je vais juste me prendre comme exemple, comme moi par exemple, euh, c'est quoi, on va dire, un peu la, je vais pas dire la technique, mais ce qu'il faut faire pour en rejoindre une, pour voler en équipe ou ce genre de choses, tu vois. Parce que pour le moment, ce que je fais, bah, c'est que, ok, j'essaie d'utiliser la phraseologie au mieux, et je fais des petits vols en solo, j'essaie d'embêter personne, et je vais faire mes petites missions nord dans les montagnes où je les gomme 2-3 bandits, et après je fais retour sur zone, tu vois. Ouais. Et ça, ouais, Alors, c'est tout. en fait, il y a plusieurs façons. Parce que comme ici, on n'est pas une... BFR, c'est un Discord, enfin c'est un truc communautaire, on va dire. C'est pas une escadrille. C'est vrai que c'est pas une escadrille structurée. C'est vient qui veut, un peu quand il veut, quand il a passé les tutorats. Donc on va dire qu'il y a plusieurs degrés. D'abord, c'est vrai que tu arrives, tu connais personne, pof pof, bah, tu fais tes petits vols dans tout seul et tu fais tes petites coms. Dès le début, ou quand tu es même un peu plus à l'aise avec tes petites coms, faut pas hésiter sur la 280 ou sur la 122 quand tu fais de l'air-sol, à essayer de coopérer avec les mecs qui sont en jeu. Moi, je le fais régulièrement. Normalement, alors il y a toujours deux trois bougons hein, qui, ça a beau être, on a beau avoir les communications obligatoires et inciter à parler, t'en as certains, ils sont communiqués sur SRS, ils font leur truc dans leur coin, ils causent à personne. Bon, quand s'ils parlent vraiment pas quand il faut, d'ailleurs, ils se font kicker. Mais bon, à part ces deux trois mauvais coucheurs, sinon les gens qui viennent ici sont plutôt bien câblés. Donc l'idée, quand tu es en vol, tu es sur la 280 et t'engages des bandits, bah, tu peux coopérer avec un autre mec. Ou tu es au roulage et qu'il y en a un qui part également au cap dans le même secteur, tu peux lui demander, ah, au fait, est-ce qu'on peut voler ensemble? Voilà, ça c'est le premier degré, façon informelle. Après, au fur et à mesure que tu vas connaître des gens, bah, il y en a peut-être avec qui tu vas prendre plus l'habitude de voler. Et ça va s'organiser. Ah tiens, tu voles à tel moment, bah attends, je viens avec toi, etc. Bon bref. Et il y a des escadrilles virtuelles. Et ça, les mecs, ils sont déjà organisés dans des escadrilles virtuelles. T'en trouveras Non, il me semble. c'est quoi, je sais plus, comment ça s'appelle ce truc, dans recrutement. Tu vois, par exemple, dans recrutement, t'as tout un tas d'escadrilles. Et dans ce cas-là, alors c'est une autre chose parce que tu rejoins une escadrille virtuelle et de temps en temps, bah, tu viens jouer sur BFR. Moi, même moi, j'appartiens à un truc qui s'appelle le 131 ST où il y a un peu tous les modules. Alors, je suis plus souvent sur BFR côté contrôle, mais de temps en temps, il y a deux, trois gars du 131 qui viennent et, voler. Voilà. Vous verrez souvent Ergo 11 qui est de la VEAF. Bah, il y a 3-4 gars de la VEAF qui viennent faire des vols, des fois tout seuls, des fois ensemble. Donc ça après c'est l'étape d'après
éventuellement d'intégrer carrément une escadrille. T'en trouveras ici, donc dans recrutement. Tu vas voir des pseudos de gars avec leur numéro de leur escadrille ou sur internet. Après, généralement dans les escadrilles, c'est beaucoup plus sérieux. Ce que moi je vous ai dit, qui est ouais, de l'info, on fait de l'à peu près. On va exiger dans les escadrilles que ça soit pas de l'à peu près, mais que ça soit du strict. Que si les règles de l'escadrille, c'est les vols les lundis, mercredis, on va demander de votre part que vous soyez présents tous les lundis, tous les mercredis. Bon, toutes les escadrilles fonctionnent pas forcément comme ça, mais c'est souvent plus sérieux, quoi.